Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. Ravi d'accueillir le président de la région Grand Sud, le Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région du soleil. Pas de chance, le confinement du week-end est prolongé dans les Alpes-Maritimes, contre l'avis des élus locaux cette fois-ci. Est-ce que vous êtes résigné ou est-ce que vous êtes agacé? On est agacé parce que les efforts qui ont été faits dans les décisions de territorialisation sur le département des Alpes-Maritimes, compte tenu dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 6 régions, 6 départements, on avait des critères qui étaient taux d'incidence, taux de positivité, taux de patients en réanimation qui étaient lourdement inquiétants, avec comme exemple simple, un taux de positivité, d'incidence qui était à 700. 700, bon. C'était très haut. Là, on est à moins de 400. C'est-à-dire mieux que Paris. Mieux que Paris, et en 15 jours, on a avancé. Et on a des eaux usées qui montrent que ça va mieux. Ce qui veut dire qu'en projection d'une semaine, ce week-end n'était pas nécessaire. Les 2 derniers étaient obligatoires. Et donc, c'est pas résilient, c'est agaçant. Pas nécessaire, mais peut-être que les hôpitaux sont bondés. Vous avez une population un peu plus âgée que ce qu'on trouve en Seine-Saint-Denis, par exemple. C'est peut-être ça l'explication. Des explications, vous savez, on en a eu 50 venant du ministère avec des variables d'ajustement un peu complexes. Je reviens à ce département. Dans ce département, on était très haut partout. On nous a donné des vaccins supplémentaires. Tant mieux, c'est ce qu'on avait demandé pour éteindre l'incendie. Vous les avez vraiment reçus? Mais on en a reçu 13 000 de plus ce week-end, quand même. Et ça va continuer? J'espère. Mais en et tout ça, cas, c'est la solution quand même pour Nice, pour les Alpes-Maritimes. Pour tout le monde, c'est la solution, mais je pense qu'en tout cas, il faut cibler en particulier les régions ou les territoires les plus touchés avec les taux d'incidence les plus hauts. C'est comme un incendie, un Canadair, on envoie le Canadair sur l'incendie. Les endroits où il n'y a pas de flambée, on vaccine moins. Et là, on a bien vu ce week-end, en tout cas, qu'il y avait une volonté du gouvernement d'accélérer. Ils ont accéléré. Bon, ce week-end, on a fait 13 000 quand même dans le week-end, ce qui est remarquable, alors qu'on était à un rythme beaucoup moins important avant. Donc, il faut qu'il y ait ces vaccins, c'est quand même très important. Alors, ça semble aller mieux en revanche à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Vous confirmez la décrue? Je confirme la décrue. À quoi est dû? Les gens sont sérieux d'un seul coup? Non, je crois que on fait attention, que l'alerte générale, la difficulté qu'on rencontre avec nos amis des Alpes-Maritimes fait en sorte qu'on est précautionneux, qu'on fait plus attention, que les élus sont mobilisés, qu'on ne veut pas être fermé, mais qu'on ne veut pas avoir de surcharge en réanimation. Il y a un sens de responsabilité collective importante. Et puis on anticipe. Nous, on a une cartographie régionale complète avec des eaux usées qui nous donne 5 jours d'avance systématiquement pour savoir où on est la pandémie. Et ça, c'est quand même très utile. Quand vous vous retrouvez dans une situation depuis 3-4 jours, ça descend. Je veux dire, le taux d'incidence, le taux de positivité est plus bas que 10, le taux de réanimation est à 80%, 90%, ce qui est très haut, mais quand c'est sous 5 jours, la maladie diminue, ça nous donne une perspective pour passer un week-end quand même en faisant attention. Accepteriez-vous, comme président de région, qu'on relâche les contraintes chez vos amis de Bretagne ou de Nouvelle-Aquitaine, où là, l'épidémie est moins virulente? Mais je le demande en tant que président des régions de France. Comment... D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a une première chose qui me paraît très importante. Il faut apprendre du passé. On sait que quand on se met dans un couvre-feu à 20h, ça a une vraie utilité. Quand on a un couvre-feu à 18h, on ne sait pas s'il y a une différence entre 18h et 20h. Donc remontons à 20h, là où c'est possible. Exactement, remontons à 20h, partout où c'est possible. Et même peut-être aux endroits où, si vous contraignez le week-end, laissez libérer de 18h à 20h. D'autant que les jours rallongent. Voilà. Et donc, il faut reprendre toujours les mêmes données d'incidence, de positivité et de réanimation. Et dans les territoires où tout est vert, on ouvre, on vit, on retourne à la vie. Alors pendant ce temps-là, il faut vacciner, vous le disiez. Est-ce qu'il faut acheter des doses supplémentaires? Il y a celles achetées avec l'Europe, très bien, pas assez, mais elles arrivent. Est-ce qu'il faut que les régions soient autorisées à acheter des doses si elles en ont les moyens? Mais pourquoi pas? Oui, volontiers, on a demandé. On vient en soutien, on a demandé d'acheter 10 millions de doses. Moi, j'en ai demandé 500 000 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça nous a été refusé. Ça nous est toujours refusé, en fait. Chaque fois qu'on vient en soutien, en appoint, et on vient très tôt, en amont, puisque nous avons demandé au ministre de la Santé, dès le mois d'août, de venir participer à la campagne de vaccination. Nous avons écrit avec les présidents de département et les présidents des maires de France la possibilité de mettre en place les vaccinodromes dès le mois de novembre, quand les vaccins seraient arrivés, pour démultiplier, accélérer. J'ai demandé personnellement à ce qu'on puisse se servir des médecins libéraux, des pharmaciens, qu'on mette la logistique sous l'aide, le moyen du ministère de la Défense. Tout ça, ça nous est systématiquement refusé. Ça arrive finalement... pas. Les médecins arrivent, les pharmaciens arrivent. Oui, mais c'est toujours 2 mois ou 3 mois après. Ouais.
C'est quand même dommage. Et alors que ça devrait être organisé, c'est toujours 2 mois après. Mais enfin, regardez ce qui s'est passé encore ce week-end. Monsieur Salomon, directeur de la santé, a envoyé à 22h30 quand même un mail générique à tous les médecins généralistes de France pour leur dire qu'ils ne pouvaient plus vacciner le lendemain matin, alors que les rendez-vous étaient pris. C'est pas de l'organisation, c'est pas sérieux. Vous êtes élu, vous êtes aussi médecin. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? J'y suis très défavorable. Pourquoi? C'est la maladie nosocomiale, la première, c'est la Covid. Oui, mais regardez ces patients. Pourquoi on va imposer les maladies nosocomiales ne sont pas forcément dues aux soignants. Ça peut être les visiteurs. C'est plutôt les visiteurs. Vous savez, les soignants, ils n'ont pas envie de transporter les maladies chez eux et les ramener à la maison. Hein. Ils sont très prudents. Depuis 1 an, ils sont à la manœuvre. Ils s'occupent. On les applaudit, on les remercie. Pourquoi leur imposer quelque chose dont ils ne sont pas victimes? Donc moi, je suis pour une situation où on leur donne la possibilité. Et ceux qui veulent le faire, ils le feront. Pourquoi cette méfiance chez les soignants? Ils n'ont pas confiance dans le vaccin, ils ont peur. Parce qu'il y a beaucoup de soignants qui sont jeunes. Et vous savez, moi je suis médecin, vous l'avez souligné, dans l'établissement dans lequel je travaille, il y a 50% des gens qui ont voulu se faire soigner, des autres non. Mais il y en a 100 vaccinés, des autres non. Mais il y en a 100% qui font très très attention à ce qu'ils font et le travail qu'ils font, avec grande qualité. Pour autant, c'est souvent les jeunes. Alors ils ont la vaccination d'été polio, ils se font vacciner quand ils vont en Afrique avec le passeport vaccinal pour la fièvre jaune, et puis ils ont cette espèce de rejet naturel qui fait en sorte qu'ils ne sont pas convaincus. Mais pourquoi les forcer eux, juste eux en plus? Non, moi je pense que le passeport vaccinal va entraîner mécaniquement, quand on aura la possibilité de vacciner tout le monde, de faire en sorte que, écoutez, avec le passeport vaccinal, vous rentrez partout, au restaurant, au bar, au théâtre, et on retrouve la vie. Hein. Justement, Benyamin Netanyahou tend la main à la France pour un pass sanitaire permettant les voyages entre les 2 pays. Un pass pour les vacciner. Mais vous dites oui? Mais bien sûr, je dis oui. Moi, je dis oui sous réserve et sous contrôle que tout le monde ait la capacité de vacciner. Oui. Et si vous n'avez pas la capacité de vacciner, à ce moment, vous faites 2 catégories de population. Donc on commence le pass avant l'été, quoi. Donc on commence le pass à partir du moment... Normalement, cet été, on devrait avoir la capacité de vacciner la totalité du pays. En conséquence, on met en place le pass qui nous permet de vivre au quotidien. À l'étranger, pour les voyages à l'étranger, mais bien entendu, dans les bars, dans les restaurants, on retourne à la vie. On prend les précautions nécessaires, mais ceux qui sont vaccinés ne vont pas être pénalisés, parce qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas l'être quand même. Reprise économique de 6% l'an prochain, nous promet l'OCDE. Pour votre région, vous y croyez? Vous pensez qu'il y aura un rebond économique immédiat? Je pense qu'il y aura un rebond économique, on l'a vu cet été quand c'est reparti, immédiatement tout le monde est reparti. Il y a des économies qui sont faites dans tous les foyers, il y a des moyens financiers. Mais au-delà du rebond économique, il va y avoir la casse avant. Hein. C'est-à-dire que sous perfusion, on a moins de 13% d'entreprises qui ont disparu dans le cadre de la vie normale de l'économie cette année. Pareil pour l'année 2021. Cela, c'est la vie économique naturelle. Et donc, il va y avoir des gagnants et des perdants. Et chez les perdants, il va y avoir de la casse. Donc, il va y avoir un rebond, il va y avoir une consommation, il va y avoir le besoin de vivre, de repartir, je le crois. Et chez moi, où nous sommes une terre de culture, de festivals, de tourisme, mais aussi d'industrie, là, on a une capacité de rebond qui, à mon avis, sera essentielle. Vous comprenez, si j'ouvre mes stations de ski, j'ouvre mes bars, mes plages, mes restaurants, mes hôtels, que je peux retourner à la vie, c'est énorme. Et bien sûr, il faut que les festivals aient lieu cet été. Ah, mais je me bats pour les festivals, de façon à ce qu'on puisse se servir d'ailleurs de cette période pour faire des expérimentations, pour réouvrir les festivals. J'ai des festivals de plein air, pourquoi les fermer? Il y a des in, il y a des off, on peut l'organiser, le structurer. C'est une terre de festivals chez nous, c'est dans notre ADN, et donc il est nécessaire de bloquer certaines activités qui sont susceptibles d'être considérées comme lieu de transmission, mais d'ouvrir les autres. Avant l'été et les festivals, les élections régionales. Alors, où en êtes-vous de vos discussions avec La République En Marche pour éventuellement faire liste commune dès le premier tour? Pas d'accord d'appareil, ça je l'ai dit tout de suite. Très longtemps, j'ai pas de discussion. J'ai eu la main tendue de M. Castaner. Vous connaissez bien Sophie Cluzel? Je connais très bien Sophie Cluzel, mais j'ai pas de contact depuis qu'elle a été désignée chef de file, donc ça doit pas lui faciliter son contact vis-à-vis de moi. Et à la main tendue de M. Castaner, j'ai dit, j'écoute, nous sommes dans une période de crise sanitaire, on parle beaucoup du PCR, alors je vais imposer le PCR dans les équipes à venir. Programme, quel programme? Compétence, qui est compétent quand même, et République, qui est pour la République contre le Front National. Et là, ce sont ceux qui auront le test PCR positif pour faire route commune avec moi, mais pas d'accord d'appareil.
Mais pas de réponse pour l'instant, le temps passe quand même. Le temps passe, mais ils sont plus pressés que moi. Moi, j'essaie d'ouvrir mes bars, mes restaurants, mes hôtels, etc. Et après, on fera de la ton campagne. avis. Et puis, attendez, vous avez la clause de revoyure à la fin du mois de mars. Fin du mois de mars, et là, ils nous ferment, par exemple, les Alpes-Maritimes. Dunkerque est encore fermé pour 15 jours, je crois. Paris, sous surveillance. Que va dire la clause de revoyure de fin mars pour dire on va faire les élections normalement en juin, sachant qu'on est encore sous confinement? Je suis pas tout à fait convaincu que nos concitoyens, aujourd'hui, pensent aux élections. Marion Maréchal Le Pen n'est plus là dans le Grand Sud. Thierry Mariani, lui, vient de votre parti. Vous pensez que le Rassemblement national puisse gagner? C'est un vrai danger? Écoutez, en tout cas, Mariani n'est pas encore candidat, on parle de lui. Cluzel n'est pas encore candidat, Non, on parle on d'elle. voit le casting un peu. Oui, mais enfin, c'est quand même le 5e qu'on me donne chez En Marche et le 3e qu'on me donne chez le Rassemblement national. Et la gauche n'est pas encore mise en place. Je constate qu'à 3 mois des élections, ils se précipitent pas tous pour venir prendre ce bateau dont il faut tenir la barre. Et je crois que j'essaie de la tenir en qualité et en compétence. Alors, pas plus de candidats non plus pour la droite au niveau national pour la présidentielle de l'an prochain. Parmi les candidats potentiels, est-ce qu'il y en a un qui a déjà votre faveur? D'abord, il y a une chose, c'est la méthodologie. Dans la faveur, avant la faveur, il y a la méthodologie. On a réussi le fait qu'il n'y ait pas de primaire. Bon, moi, je soutiens, bien entendu, mon ami Christian Jacob, qui tient la maison et qui fait en sorte que la droite existe. Cherche un départage. Et qui cherche un départage. C'est le mot de du sénateur, monsieur Larcher. Oui, c'est un mot mystérieux. Voilà, moi, je veux dire, laissons faire la décantation. Et dans le cadre de la décantation, les meilleurs vont s'exprimer. Et en tout cas, on a des talents. Mais ces talents, est-ce qu'ils incarnent un renouveau suffisant à ce niveau-là? Bien entendu, on le voit bien dans les sondages, qu'il y en a qui prennent quand même le peloton de tête. Et on voit bien la façon dont ça commence à s'organiser. Et qu'est-ce que la droite peut faire vraiment mieux qu'Emmanuel Macron? La sécurité, la lutte contre l'islamisme politique? Ça dépend des sujets. Si vous regardez la crise sanitaire, on peut faire quand même beaucoup mieux que ce que fait aujourd'hui le ministre de la Santé. Si on regarde le traitement de la crise économique ou de ce que fait monsieur le maire, ils font quand même beaucoup de travail, mais il y aura des conséquences après avec la dépense globale de tout ce que l'on dépense en ce moment. Si on regarde la lutte contre au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a quand même encore beaucoup de choses à dire, même si ce garçon, monsieur Gérald Darmanin, est issu de nos rangs et qui se donne quand même beaucoup de mal, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Si on regarde le ministère de la Justice, on voit les difficultés que l'on rencontre pour avoir des sanctions qui soient pédagogiques, éducatives et vraiment qui sanctionnent. Il y a quand même encore un débat qui s'organise. Et si je veux parler simplement des régions, je suis un grand décentralisateur de faits, d'histoire, etc. Et aujourd'hui, on est face à une recentralisation permanente, mécanique. Voilà, donc c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on ferait mieux. Avec une petite musique qui s'installe, Emmanuel Macron serait battu par Marine Le Pen. Vous le pensez ou c'est pour jouer à faire peur? De toute façon, ça se passe jamais comme prévu, les élections. Donc, on m'a dit que moi, j'ai pas voté Macron au premier tour, j'ai voté Macron au deuxième tour. J'ai jamais pensé que le président Macron aujourd'hui aurait pu être président quand il s'est présenté. Donc, vous savez, la route, elle est encore longue. Et les Français, visiblement, n'ont pas envie de ce duel Macron-Le Pen au second tour. Ben, oui, mais alors c'est assez rigolo parce que dans le pronostic, ils disent au début Macron, mais un match serré. Pronostic, oui, mais souhait. Et dans le souhait, ni l'un ni l'autre. Ça vous rappelle pas Balladur-Chirac? Vous étiez avec Chirac, il avait peu de pronostics, mais il avait beaucoup de souhaits, et il a gagné. Eh bien, moi, j'étais avec Chirac, vous voyez, comme quoi ce qui est souhaitable devient durable. Arnaud Muselier, merci, bonne journée. Merci à vous.